Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de ce journal. Pour le plus grand bonheur de ceux qui peuvent aller skier, les premières descentes, c'est pour bientôt. Dans ce journal, vous verrez comment les stations mettent les bouchées doubles avant l'arrivée des premiers vacanciers. Rendez-vous dans la station de Tignes, en Savoie, dans un instant. LVMH met à l'honneur ses artisans. À l'occasion d'une soirée exceptionnelle, le groupe a salué ses métiers d'excellence qui font la renommée de ses marques de luxe avec des savoir-faire, vous le verrez, uniques. Nos équipes étaient sur place pour la remise de ces récompenses tant recherchées. Dans ce journal également, la course à pied est pratiquée par près de 8 millions de Français chaque semaine, et oui, mais est-ce un sport vraiment accessible à tous? Nous irons à Bordeaux, sur les quais de la Garonne, lieu très fréquenté par les joggeurs. Enfin, des images incroyables dans ce journal, un cachalot échoué sur les berges d'une commune de l'Aveyron. C'est à peine croyable, vous le verrez en fin de journal avec des images exceptionnelles. Je vous le disais dans les titres, la saison hivernale débute bientôt, c'est une bonne nouvelle. Les stations de ski se préparent à grande vitesse. C'est notamment le cas à Tignes en Savoie où les commerçants et les équipes techniques s'affairent pour être prêts avant l'arrivée des premiers skieurs. Un travail essentiel que nous raconte 8 Mont-Blanc, Emmanuel Jaude. Comme chaque année, l'ouverture d'un domaine skiable, c'est toujours un moment particulier. Un lancement de saison dont dépendra les mois à venir. Et pour lancer l'hiver de la meilleure des manières, quelques jours de préparation sont nécessaires. On va faire des inventaires, préparer des skis et autres. Et là, en début de saison, ça va être reprendre toutes les paires de skis qu'on n'a pas pu faire l'année dernière. Le but, c'est de mettre le magasin en place, de tout sortir des cartons, de tout remettre comme il faut. Des aménagements pour faciliter l'arrivée des clients, il en est également question un peu plus haut sur le domaine skiable. Car si la neige et le froid aident à produire de bonnes conditions de glisse, le travail ne manque pas avant l'afflux des skieurs. Si cela a débuté il y a plusieurs semaines sur le glacier, ce n'est que récemment que les équipes ont pu s'atteler à la préparation des pistes plus basses en altitude. La grosse phase, ça a été la production depuis 4 jours sur certaines pistes pour nos priorités d'ouverture. Et la deuxième phase, qui est pas des moindres, c'est notre service d'amage, qui est en fonction, je dirais pas 24 sur 24, mais sur des postes du matin, postes du soir, pour préformer nos pistes. Et donc au dernier moment vont intervenir les pisteurs. Et nous, donc, on met toute la partie sécurité en place aujourd'hui, les matelas, les filets, le balisage, le matériel de secours. Une ouverture du domaine skiable qui marque donc le début du grand bal touristique saisonnier. D'ailleurs, après avoir enregistré l'hiver dernier un nouveau record en termes de skieurs sur ces pistes, avec 1,9 million de journées de ski vendues, Tignes compte bien poursuivre cette année encore sur sa lancée et conforter sa place dans le top 5 des stations françaises les plus fréquentées. Et puis les premières chutes de neige ont permis à plusieurs stations du pays d'accueillir leurs premiers clients. C'est le cas dans le massif vosgien où quelques courageux ont pu faire leur première glisse de la saison. Écoutons leur réaction au micro de Vosges TV, Mathilde Albert. On s'est dit que ce serait fun de venir les faire découvrir le ski, la neige, la luge, profiter de ces plaisirs qui sont pas très loin de chez nous au final. Franchement, c'est agréable. Avec ce petit soleil aujourd'hui, c'est plutôt sympa. Tout à fait autre chose maintenant. Chaque jour, les secours reçoivent des milliers d'appels dans tout le pays. Un travail titanesque, notamment pour géolocaliser les personnes en difficulté. Depuis près d'un an, plusieurs départements ont adopté un nouveau logiciel. NEX6, c'est son nom. Pour faciliter le travail des secouristes, est un outil plus que performant. Justement, regardez ce reportage de Télé-Nantes en Loire-Atlantique. NEX6, c'est le nom du nouveau système de gestion des appels d'urgence du SDIS 44. Déjà présent dans 11 départements français, ce logiciel permet d'améliorer la gestion des alertes et notamment grâce à la géolocalisation des appels. L'appel est géolocalisé au point près, c'est-à-dire au XY, avec une discrimination à 5-10 mètres près. Donc d'une manière très précise, on sait où est le localisant et le requérant, ce qui permet de conforter et d'aller beaucoup plus vite, en tout cas dans la qualification et la localisation de la personne du requérant qui a besoin de secours. Une géolocalisation qui permet également de prioriser les interventions, notamment quand il y a de nombreux appels. Un accident de la circulation, un incendie, on peut avoir plusieurs dizaines d'appels simultanés pour le même motif. Si dans ce moment-là, on identifie qu'un appel isolé vient d'un autre endroit du département, il s'agit manifestement d'un autre motif et ça nous permettra d'aller le sélectionner, décrocher cet appel en priorité, considérant que le premier a déjà été répondu et engagé. Il a fallu
fallu 7 années de recherche pour développer ce logiciel. C'est l'État qui a décidé sa mise en place après les attentats de 2015 pour rationaliser et mieux gérer l'afflux d'appels. Nexis est donc un logiciel national. Dorénavant, tous les départements sont en contact permanent. Un département qui pourrait être saturé de demandes de secours en lien à un événement météo en cours ou qu'aurait une avarie bâtimentaire extrêmement grave pourrait temporairement reporter le traitement de ces alertes dans un autre département en production sur Nexis. Ouais. Le SDIS 44 a réalisé près de 80 000 interventions en 2024, dont les 3/4 pour des secours et soins d'urgence aux personnes. Derrière le succès des maisons du groupe LVMH, il y a des métiers d'excellence au savoir-faire unique. Chaque année, le groupe tient à récompenser ses meilleurs talents. Une grande soirée était d'ailleurs organisée à Paris pour mettre à l'honneur ces artisans de l'ombre, mais aussi pour susciter des vocations chez la jeune génération. Les équipes du Grand JT des Territoires étaient sur place, regardez. Ils sont créatifs ou artisans et font tous des métiers d'excellence. Bottier, horloger, tonnelier ou conseiller en vente dans l'une des prestigieuses maisons du groupe LVMH. Ce soir, 73 d'entre eux vont être récompensés pour leur parcours d'excellence. Féliciter nos virtuoses et rappeler à quel point nous savons ce que le groupe doit à l'excellence de vos talents. Parmi eux, Carlos, responsable des cuirs chez Louis Vuitton. Ça fait 40 ans que je suis chez Louis Vuitton, mais c'est tout un parcours que j'ai pu faire depuis mon CAP de coupe. Ensuite, j'ai évolué au niveau de la poterie et j'ai transmis mon savoir-faire maintenant plus de 15 ans. Cette soirée accueillait également le rugbyman Antoine Dupont. J'ai vite compris aussi qu'il fallait faire les choses dans l'ordre, d'abord acquérir un savoir-faire, mes classiques, faire mes bases, tous les jours répéter un peu les mêmes gestes pour pouvoir les maîtriser à la perfection. Une occasion de mettre à l'honneur une notion indispensable à tous ces métiers d'exception, la transmission. On a à cœur chez LVMH de faire vivre un héritage. On a la responsabilité de passer ces savoir-faire aux générations suivantes. Maintenant, on est dans un écosystème de partage qui existe. Les meilleurs ouvriers de France, les compagnons. Il y a vraiment, en France, je dirais, cette condition de transmission qui fait partie de notre patrimoine. Et on est là, bien sûr, pour le faire rayonner, le faire grandir et l'enrichir. Et en tout cas, oui, c'est définitivement un de nos objectifs. Ces virtuoses récompensés dans leur métier au sein d'une quarantaine de maisons du groupe LVMH permettent à des gestes ancestraux de perdurer et d'être enseignés aux jeunes générations. C'est ce qui dynamise nos métiers de manière générale, d'avoir des profils jeunes qui arrivent et qui, par leur parcours, nous apportent énormément de choses. Et leur offrir un savoir, c'est leur offrir aussi un métier et un avenir pour eux et pour qu'ils puissent se construire dans notre société. Chaque année, l'Institut des métiers d'excellence du groupe LVMH forme plus de 500 nouveaux apprentis, jeunes en formation ou personnes en reconversion. Je veux maintenant vous parler d'un autre métier d'exception, celui de cordonnier. Dans les années 50, on comptait plus de 40 000 professionnels. Aujourd'hui, ils ne sont malheureusement plus que 3 500 en France. Ce métier manuel, longtemps considéré comme indispensable, s'éteint peu à peu. Alors que toute une génération s'apprête à prendre sa retraite, la relève se fait attendre. Reportage en Moselle de Mathéo Philippe pour Moselle TV. Un métier qu'il maîtrise depuis 36 ans. Jacques est cordonnier. Dans sa famille, on répare les chaussures depuis 5 générations dans cette boutique ouverte depuis 1907. J'ai des mamies qui m'envoient leurs petits-enfants pour venir ici. Ils disent, c'est là qu'il faut aller, c'est la cordonnerie là qu'il faut aller. Mais le sexagénaire se rapproche de la retraite. Depuis 3 ans, il cherche un repreneur pour lui transmettre le flambeau. Problème, il n'y a personne. Les jeunes ne pensent pas à ce métier. Parce que c'est un métier qui n'est pas connu et reconnu. Bon là, moi, je veux bien aller jusqu'à 66, 67 ans, c'est pas un problème. Mais il faut au moins 2 ans pour apprendre le métier. Qu'ils soient jeunes ou en reconversion, les candidats se font rarissimes. Chez Jacques, on les compte sur les doigts d'une main. À Metz, Olivier vit lui ses derniers jours dans sa boutique du centre-ville. Propriétaire de 2 cordonneries, il s'apprête à fermer celle-ci. La raison, impossible pour lui de trouver quelqu'un pour épauler son associé. En 2 ans,
il n'a reçu aucune candidature. C'est pas du tout un problème financier, c'était un problème de recrutement. Les deux activités, les deux boutiques fonctionnent parfaitement bien. Dans cet atelier, c'est Loïc qui se retrouve le plus souvent seul. C'est triste de voir ça. On n'a plus d'école. Ce côté où il n'y a plus d'apprentis, il y a moins de demandes. C'est un métier qui doit moins fasciner, alors que c'est des métiers d'artisanat qui sont très beaux. Il y a plus de 60 ans, la France comptait plus de 40 000 cordonniers. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3 500. Chaque année, des millions de Français sont touchés par une maladie, des moments difficiles, avec pour certains des complications médicales comme la dénutrition. Pourtant, l'alimentation est un élément crucial dans le parcours de soins. C'est pour cette raison qu'une diététicienne martiniquaise a récemment sorti un recueil de recettes à destination des patients pour réapprendre à manger. Reportage de ATV à Fort-de-France, Jean-Marc Quarteron. Ce sont des recettes de cuisine adaptées aux personnes qui sont en parcours de soins. Un atelier entre démonstrations culinaires et temps d'échange pour comprendre comment les recettes locales peuvent aider les femmes touchées par un cancer du sein. Autour des fourneaux, chacun cuisine, teste et interroge. J'ai appris plein de choses avec des produits que je n'aime pas du tout. Et le fait de les utiliser avec d'autres produits que moi j'aime bien, ça me fait les manger. Diététicienne, nutritionniste, Livia Rosil suit au quotidien des patients en traitement. Elle a voulu transformer les recommandations nutritionnelles en recettes réalistes ancrées dans la culture martiniquaise. En cuisinant, je me suis dit, on a tendance à laisser de côté les légumes pays, à ne les laisser pourrir. Je me suis dit, non, il faut les remettre au bout du jour. Il y a trop de choses à faire avec nos légumes pays pour les laisser de côté. L'association Amazon Martinique accompagne depuis des années les femmes touchées par un cancer du sein. Elle défend une approche globale du bien-être où l'alimentation fait partie intégrante du parcours de reconstruction. Alors dans le parcours de soins, ce livre peut être considéré en fait comme un outil d'information et puis une aide aussi à domicile pour pouvoir un peu reprendre ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont pratiqué au Nid Gabriel comme recette et pouvoir avoir à disposition le livre pour refaire des recettes à la maison. Ce livre veut montrer qu'une assiette peut devenir un soutien, un repère et parfois même une force. Voilà, si l'alimentation est un élément crucial dans le parcours de soins des patients, une pratique sportive l'est tout autant. Reprendre l'activité physique adaptée après un diagnostic médical entraîne une réduction de récidive de près de 24% pour le cancer du sein, selon l'Institut national du cancer. Un chiffre significatif. Écoutons cette marcheuse sur les bords de la Vienne au micro de 7 et Limoges, Lucie Montibus. C'est l'endroit rêvé quand même. On a l'eau, c'est apaisant. Les arbres, la nature, on a tout, on est juste à côté de la ville. Que demander de mieux? J'essaie de trouver des petits endroits sympas et qui n'aient pas de dénivelé. Ce que je conseille, c'est d'adhérer à un club affilié à la Fédération de randonnée pédestre parce que justement, les animateurs sont formés pour ça. Ils font de la rando santé, rando douce, ils savent faire. Nous venons de le voir, le sport est également une excellente pratique pour retrouver une stabilité dans son quotidien. La course à pied est d'ailleurs l'un des sports préférés des Français, avec près de 8 millions de coureurs chaque semaine. Mais est-ce un sport vraiment accessible à tous? Réponse avec ce reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest à Bordeaux, Océane Archambault. Coureuse aguerrie depuis maintenant 2 ans, Pauline s'est progressivement équipée tout en faisant attention à son porte-monnaie. Le gilet, il me semble que je l'ai eu pour 30 €, alors que neuf, il me semble que c'est facilement 80, 100 €. Les chaussures, je les ai eues en réduction à 120. Ajoutez à cela une montre connectée, une application pour suivre ses performances, des tenues pour chaque saison et l'inscription à des courses. Le prix peut vite grimper, environ 1120 € par an. Maintenant, oui, je trouve que c'est devenu plus cher. Avant, les dossards étaient plus accessibles, les équipements étaient peut-être moins chers. Comptez entre 50 et 100 € en moyenne selon la course. Et pour y participer, il faudra, dès janvier 2026, débourser 5 € supplémentaires pour se procurer le pass Prévention Santé valable 1 an. Une annonce qui provoque l'incompréhension de certains coureurs. De son côté, ce fondateur d'un club de running milite pour une pratique mieux encadrée. Tout le monde court maintenant, tout le monde veut faire du running
Et je trouve qu'il y a un peu une banalisation des efforts et de la pratique, notamment sur les marathons, sur les trails, sur les ultra-trails. Alors bien sûr, on sait tous que chaque sport a son lot de risques, mais tout le monde en fait et c'est tellement facile d'en faire du running qu'on ne se doute pas forcément de ce qu'il faut faire pour bien être préparé. Bien se préparer aux quelques 11 000 courses organisées chaque année, il y a quelques jours, le semi-marathon et les 10 km de Bordeaux ont rassemblé près de 24 000 coureurs. Et puis toujours sur les pratiques sportives, connaissez-vous le walking foot? Cette discipline est une version du football où l'on marche au lieu de courir, sans tacle et sans contact physique surtout. Un sport qui favorise donc l'activité, l'équilibre et surtout la convivialité. Écoutons des pratiquants au micro de Télépaésé en Corse, Ange Orsini et Théo Métayer. Le walking foot, c'est du football, bien évidemment, mais quand même, il y a des règles à suivre. Donc, surtout ne pas courir, voilà, surtout marcher très vite. Et donc, la fonction, c'est surtout le ballon à terre, qu'il n'y ait pas de contact. Le gardien de but, il a une zone comme au hand. Et le ballon ne doit pas franchir à peu près 1,80 m. Et bien sûr, aucune tête. Les gens pas autour de moi, à chaque fois on me charrie, on me dit oh, le foot pour marcher. Mais en fait, quand on regarde bien, si on est toujours en mouvement, au bout d'une heure et demie, on est bien rincé quand même. Et puis cette semaine, retrouvez en kiosque une nouvelle édition spéciale du magazine Le Point. À l'approche des municipales de 2026, ce nouveau numéro fait le bilan de la maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barséguian. Écologie, sécurité, mobilité, finances, tout est passé en revue. Le magazine donne également la parole aux autres candidats, bien sûr, pour prendre la place du maire en mars prochain. Cette édition spéciale du Point est bien évidemment à retrouver dans vos kiosques dès ce week-end. Tout autre chose maintenant, chaque année, la France produit plus de 300 millions de tonnes de déchets. Je vous propose de découvrir le fonctionnement d'un centre de tri, c'est très particulier. Vous allez le voir, ces lieux sont un mélange de technologie, de pointe et aussi de savoir-faire humain avec une touche pédagogique pour sensibiliser la population. Immersion dans le centre de tri de Firminy, dans la Loire, avec notre partenaire TL7. Au centre de tri de Firminy, ce sont les déchets de plus de 670 000 habitants qui sont traités. Un savoir-faire humain et technologique qui transforme chaque objet du bac jaune en matière première valorisable. On trie 35 000 tonnes de collecte sélective, donc déchets issus des ménages, les bacs jaunes. Okay. Et nous, on est chargé de les séparer. Donc de donner de la valeur en séparant les bouteilles d'eau claire, par exemple, d'un côté, les papiers, cartons et ainsi de suite, métaux. Le traitement des déchets, souvent, ça se résume à la taxe d'ordures ménagères. On paye. Alors, et on parle beaucoup de recyclage, il y a plein d'émissions dessus. C'est le moyen, nous, de faire connaître notre métier, c'est un moyen de communication. Ils visualisent qu'est-ce qui se passe après le bac jaune. Afin d'être sûr que chacun ressorte avec les bons gestes, l'association Appieux Millefeuille rappelle les bonnes manières de trier les déchets ménagers. Dans la poubelle jaune, vous mettez les emballages plastiques, le métal, donc fer et aluminium. Vous mettez le carton, le papier, les briques. Et puis il faut trier également par matière, c'est-à-dire que essayer au maximum de séparer les différentes matières. Et si vous les laissez coller les uns aux autres, eh bien ça va partir en erreur de tri. Et du coup c'est dommage parce que ça ne sera pas recyclé. Du bac jaune à la valorisation, chaque objet peut avoir une seconde vie. Comprendre le tri, c'est agir pour l'environnement au quotidien. Et puis je vous en parlais dans les titres, un cachalot échoué dans l'Aveyron. Aussi insolite que cela puisse paraître, les habitants de Villefranche-de-Rouergue se sont réveillés il y a quelques jours en découvrant ce cétacé de 15 mètres de long sur les berges de la commune. Rassurez-vous, il s'agit d'un faux mammifère marin utilisé pour sensibiliser par rapport à la pollution des océans et le dérèglement climatique. Les explications au micro de La Dépêche du Midi, nos partenaires. On a aujourd'hui des mammifères marins qui se perdent très régulièrement sur les bords de la Méditerranée et ailleurs dans le monde parce qu'ils sont sujets au dérèglement climatique, aux enjeux des sonars qui les perturbent dans leur direction, etc. Et aujourd'hui, c'est aussi de travailler sur cette affaire-là. Et donc, il y a une équipe de scientifiques qui accompagne tout le week-end les spectateurs et les habitants pour découvrir ce à quoi les cachalots aujourd'hui font face dans le monde. Je vous emmène maintenant en Haute-Marne, à Montier-en-Der. La commune accueille le Festival européen de la photo et il est considéré par beaucoup comme le meilleur du monde. Ici, près d'une centaine d'artistes exposent leurs clichés devant les yeux ébahis de milliers de visiteurs. Reportage de Puissance Télévisions sur place, Léo Martin.
C'est un événement attendu par des milliers de passionnés chaque année, considéré comme le meilleur du monde par de nombreuses personnes. Cette 28e édition rassemble plus de 100 exposants. Cette année, 2 thèmes ont été choisis et mis en avant par l'organisation. Le premier, c'est celui de l'exploration. Parce que, je dirais, c'est pour nous l'exploration, ça va du fond de l'océan, avec entre autres Laurent Balesta, je dirais tout au fond de la galaxie, mais c'est aussi au fond du jardin. La petite fleur, la petite plante, la photo qui a été primée cette année, c'est une photo que tout le monde peut faire. Parce qu'elle est simple, c'est un environnement qui est à proximité de chez soi. On n'est pas obligé d'aller en Afrique, en Asie ou au fin fond de l'Antarctique. Pour une bonne partie des artistes, c'est aussi l'occasion de faire découvrir leurs clichés. Je trouve qu'il y a une vraie richesse dans toutes les expositions qui sont présentées. Il y a des choses très variées. De pouvoir partager nos histoires, plein d'émotions. Et ça permet aussi, nous en tant que photographes, de voir d'autres aussi photographes qu'on ne connaissait pas forcément. Ce festival, ce n'est pas seulement quelques salles, mais 16 lieux à travers toute la ville de Montier-en-Der et la zone du lac du Der, de l'abbatiale au jardin, en passant par la mairie. Cette année, un parrain d'exception a été choisi, Vincent Munier, photographe et réalisateur du film Le Chant des forêts. Un partage, la photographie c'est ça, c'est quand même une activité d'égoïste sur le terrain, égoïste c'est-à-dire personnel, et puis le fait de figer des choses et de le partager par les photos, par des livres, par des films, moi en l'occurrence maintenant, c'est une invitation au partage. Les organisateurs, bénévoles et amateurs de photos, eux, sont déjà tournés vers l'année prochaine. Je vous propose maintenant de découvrir un chêne âgé de 800 ans. Il est en lice pour devenir le plus bel arbre de France 2025. Labellisé arbre remarquable, ce majestueux chêne, pédonculé de 26 mètres de hauteur, abrite de nombreux souvenirs pour les habitants de la région. Reportage sur place de Canal 32 dans l'Aube. Installé là depuis probablement 800 ans, le chêne de Chanceron est en lice pour devenir le plus bel arbre de France 2025. Labellisé arbre remarquable, ce majestueux chêne pédonculé abrite de nombreux souvenirs. Cet arbre, je l'ai toujours vu. Quand mes parents ont acheté cette ferme, cet arbre était déjà là, il était majestueux. On pouvait rentrer dedans, c'était la petite promenade régulière. Ma fille s'est fait prendre en photo de mariage au pied de cet arbre. Mes petits-enfants qui sont rentrés dedans, qui ont joué un peu dedans, et voilà, des souvenirs familiaux. Mes parents se sont pris là en photo. Mon oncle s'est pris là aussi en photo pendant son mariage. Il est là depuis plus longtemps que moi et il sera encore là après moi. Cet arbre d'une hauteur de près de 26 mètres a grandi en toute discrétion et n'a pas eu besoin de l'homme pour vivre sa vie. On n'a jamais rien fait sur l'arbre, l'arbre il pousse et il nous a jamais posé de problème. C'est juste incroyable qu'il ait pu survivre jusqu'à aujourd'hui et d'une manière quasiment inconnue, quoi. C'est-à-dire il est très peu connu. J'ai vu quelques articles dans le journal qui date des années 80, choses comme ça. C'est son âge qui fait qu'il est exceptionnel, c'est-à-dire son âge. La circonférence d'un chêne de 8,50 m, c'est un des 10 plus beaux chênes de France, quoi. C'est juste ça. C'est un repère de loin, et puis donc les agriculteurs du coin, les paysans du coin ont voulu le garder. C'est des hommes qui l'ont gardé précédemment, et c'est à nous de le garder encore maintenant. Le public est appelé à voter jusqu'au 22 décembre sur le site arbredelannée.com. Si le chêne de Chanceron remporte le prix du public, il pourra concourir pour le titre de l'arbre européen de l'année. Partons désormais à la découverte d'une artiste unique en son genre. Vous allez le voir, Raymonde a 90 ans et elle fait du slam. Cette femme est adepte de poésie, elle écrit ses textes de manière très incisive. Portrait de cette artiste avec LMTV Sarthe, Colin Ancel. De nos jours, la médaille a perdu sa valeur. Elle est distribuée avec Légion d'honneur. Que vous soyez chanteur, sportif ou reconnu, on offre la médaille et l'on vous porte au nu. Ils partirent des milliers sur les champs de bataille. De si peu qui revint, n'a pas eu de médaille. Des paroles incisives, une mémoire infaillible et des textes travaillés. À 90 ans, Raymonde Blaise est une artiste de la rime. J'écris depuis très longtemps, seulement il y a une chose qui se passe, c'est qu'on m'a dit « mais tu fais du slam », alors que je pensais que c'était de la poésie. Je me suis renseignée à la mairie du Mans et je leur ai demandé de me faire rencontrer des slameurs pour comparer mes écrits avec le leur. Et moi, j'ai remporté le premier prix. Et c'est là que j'ai compris que sans le savoir, j'écrivais des coups de gueule.
Des coups de gueule qui portent sur différents sujets. L'injustice, le gaspillage m'interpelle. Sur les maisons de retraite, les personnes âgées. Authentique, Raymonde écrit depuis ses 20 ans. Elle s'adonne régulièrement à plusieurs passions artistiques. Pour l'écriture de ses textes, voilà comment elle fonctionne. J'y pense d'abord quelques jours dans ma tête. Parce que ce que j'ai à dire, ça serait trop violent à l'écriture. Elle a même montré ses textes à des écrivains et a été poussée à passer des concours. Moi, n'ayant pas fait d'études, je me suis dit, oula, tu vas quand même pas faire un concours. J'ai appris depuis que la meilleure des écoles, c'est l'école de la vie. Pendant plusieurs années, 10 ans, j'ai gagné le premier prix. J'ai gagné l'international. Aujourd'hui, elle aimerait proposer gracieusement ses services pour perpétuer son art et surtout le partager. Quand le soleil se couche, moi, je ne m'endors pas. Voilà, au revoir, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.